Finalement, lorsqu'on pense l'histoire de l'homme, on s'aperçoit que la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, c'est la connerie, avec un C majuscule. À mes yeux, monsieur et cher éléphant, vous représentez à la perfection tout ce qui est aujourd'hui menacé d'extinction au nom du progrès, de l'efficacité, du matérialisme intégral, d'une idéologie ou même de la raison. Car un certain usage abstrait et inhumain de la raison et de la logique se fait de plus en plus le complice de notre folie meurtrière. Il semble évident aujourd'hui que nous nous sommes comportés tout simplement envers d'autres espèces, et la vôtre en particulier, comme nous sommes sur le point de le faire envers nous-mêmes. Non seulement j'ai des éléphants en moi, mais il est absolument évident que je suis un éléphant. Et tout homme séparé par la nature des choses, par le destin de l'homme, tout homme qui marche seul sur un trottoir ou dans la foule est un éléphant. On peut dire qu'en dernière analyse du sujet du livre, l'éléphant, c'est cette chose aujourd'hui imprononçable, calomniée, décriée, déviée de son sens, violée dans sa notion essentielle. L'éléphant, c'est l'individu. Et pourquoi les éléphants? Ils sont lourds, ils sont encombrants, ils dévastent les récoltes, ils renversent les poteaux télégraphiques, ils causent des dégâts de toute espèce, et ils sont bons à quoi? À quoi ça sert? À quoi c'est utile? J'ai introduit dans le roman une notion qui a été violemment attaquée par certains porte-paroles de nuances politiques. J'ai introduit la notion de la marge humaine. C'est-à-dire que j'ai exigé dans les Racines du ciel, mon personnage, Morel, qui se bat les armes à la main pour la défense des éléphants, a introduit cette notion de marge humaine, c'est-à-dire que quelle que soit l'idéologie, quel que soit le concept politique, la passion, la rage du bien ou du mal, la volonté du progrès ou de révolution, qu'on introduise une notion de marge humaine où les droits essentiels de l'individu, de l'homme, l'individu pour moi et homme, ce sont des synonymes, soient sauvegardés et respectés. Savez-vous que des dizaines de milliers d'éléphants sont tués en Afrique chaque année? 30 000 l'an dernier, pour être exact. 30 000. Si ça continue, il y en aura bientôt plus. Quiconque a vu une grande harde en marche à travers les derniers espaces libres de la Terre devrait comprendre que le monde ne peut se permettre de perdre ça. Mais non. Il faut qu'on capture, qu'on tue et qu'on détruise tout ce qui est beau et condamné. Tout ce qui est libre. Nous sommes bientôt seuls sur la Terre sans rien à tuer à part nous-mêmes. Il faut que le monde comprenne son erreur. Nous devons lui montrer. Qui sonne? Pour le moment, je suis tout seul, mais j'essaie de faire signer cette pétition pour changer la loi. Nous mettrons fin partout aux souffrances des animaux. Nous avons besoin sur cette planète de toutes les amitiés que nous pouvons obtenir. Nous avons besoin de la faune africaine, des éléphants et des oiseaux. Il nous faut des amis. J'ai vu de véritables horreurs. Vous savez, nous nous conduisons, les chasseurs soviétiques, canadiens, se conduisent comme les derniers des salauds. Il n'y a pas d'autre mot. Avec l'appui officiel de leur gouvernement, l'extermination des baleines est une monstruosité absolument, excusez-moi encore une fois d'employer les mots, il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Le massacre des bébés phoques, je ne nous place pas sur le plan simplement humain. Quelqu'un qui a regardé dans les yeux d'un bébé phoque au moment où il est tué, à mon avis, s'il n'est pas traumatisé pour la vie, eh bien, c'est candidat pour les SS, vous savez. Nous conduisons comme d'abominables babouins imbéciles et criminels envers le milieu dans lequel nous vivons. Dans quelques années, dans 10 ans, la Méditerranée sera une main morte, et je vous dis que le processus est irréversible. J'avais
précisément dans cette optique, fait allusion à un éléphant et montrait le lien entre le sujet de mon roman et l'appel du 18 juin et cet éléphant qui était le général de Gaulle. C'était un éléphant. C'était un éléphant dans un magasin de porcelaine d'ailleurs douteuse et qui peut-être méritait d'être un peu cassé par-ci par-là, qu'est devenu, sous plusieurs aspects, ce pays. Quand je vois l'éléphant français versé dans l'absence de tonalité, dans une espèce de neutralité spirituelle profondément affligeante, évidemment, c'est là que je reviens à ce qui peut-être indirectement a inspiré mes Racines du ciel, c'est-à-dire ma réponse à cette voix qui s'était élevée le 18 juin 40, lorsque j'ai rejoint le général de Gaulle à Londres, et que cet homme était véritablement tout seul, complètement tout seul, qu'il avait entrepris une action qui allait en dépit de bon sens, contrairement aux exigences de la réalité apparente des ruses, de stratégie et de diplomatie, car on aurait pu dire qu'à l'époque, sur le plan astucieux, sur le plan habilité, c'est plutôt Vichy qui avait raison, pour éviter le dégât, pour empêcher justement qu'on ne casse trop de porcelaine. Cet homme m'a marqué précisément par cet aspect éléphantin, si je puis dire. C'est lui qui considère qu'il y a une certaine raison de vivre, une certaine nature de l'homme qui ne peut pas être abandonnée ni au nom de l'habileté, ni au nom du résultat pratique, ni au nom des contingences quelles qu'elles soient. Et c'est à partir de ce moment-là, peut-être que, en 40, que la première notion des Racines du ciel m'est venue. Et il était certain qu'en 1940, l'action à laquelle je participais sur les fronts, tous les fronts d'Afrique et pendant la bataille d'Angleterre, avait en elle des éléments absurdes parce que je ne croyais pas qu'on pouvait gagner. Nous étions 200. 200 exactement. C'est donc au moment de la France libre que cette espèce de notion d'envers et contre tous que représente Morel, qui est un ancien déporté, qui est un ancien résistant, qui a été déporté par les Allemands, et qui, ayant appris sur son dos l'esclavage et la servitude, a en même temps compris la valeur et la notion de la liberté. Et il va défendre les éléphants, pour des raisons que j'ai développées, mais parmi lesquelles figure peut-être en premier lieu la notion que c'est la plus grande masse de liberté vivante sur Terre. Personne, à propos de Racines du ciel, n'a parlé de la protection de la nature, de la défense de l'environnement, etc. Or, c'est la question de vie ou de mort pour l'espèce humaine. Nous sommes venus parler à Madame Orsini. Communiqué du Comité mondial pour la protection de la nature. Des sanctions ont été prises contre Madame Orsini, la championne de la chasse au gros gibier en Afrique équatoriale française. La coupable a été condamnée à un châtiment public. Le comité rappelle qu'il n'est pas de caractère politique, que les considérations d'idéologie, de doctrine, de parti, de race, de classe ou de nation lui sont complètement étrangères. Il fait appel aux sentiments et à la dignité qui sont en tout être humain, sans discrimination, car il n'a pour seul but que d'obtenir un accord international nouveau pour la protection de la nature. En commençant par les éléphants, le meilleur compagnon que l'homme ait sur Terre. Et maintenant, la sentence va être exécutée. Professeur Quist. Si vous osez toucher un cheveu de sa tête, ce n'est pas sa tête qui va être touchée. Et uniquement pour éviter tout malentendu, j'ai fait appel aux plus âgés d'entre nous pour lui administrer une bonne petite fessée. Lâchez-moi! Lâchez-moi, commandant! Tous claquent bien sortis. Lâchez-moi immédiatement! Oh, espèce de brute! C'est non! Lâchez-moi immédiatement! Vous entendez? Lâchez-moi! Comment
Comment osez-vous faire une chose pareille? Comment osez-vous? Oh! Aïe! Comment osez-vous faire ça? Comment? Oh, c'est une honte! Oh, sale brute! Lâchez-moi! Oh! C'est honteux! Aïe! Lâchez-moi! Oh! Je ne vous pardonnerai jamais ça! Jamais! Jamais! Aïe! Arrêtez! Oh! Arrêtez! La guerre était dure pour vous. On dirait qu'elle est dure en règle générale. Mais vous avez eu des moments particulièrement difficiles, je crois. J'ai eu des moments difficiles, comme tous ceux qui l'ont fait pendant 5 ans. J'ai été de 1940 à 1944 sans interruption en escadrille, sauf les séjours à l'hôpital ou les trucs, des détachements provisoires à l'extérieur. Mais je ne peux pas dire qu'elle a été particulièrement dure pour moi, puisque je suis un survivant. Et que tout pratiquement, à part 4 ou 5, tous les autres, ils sont restés. Ce qui avait de plus dur pour moi pendant la guerre, c'est les copains qui claquaient sur vos yeux, qui explosaient sur vos yeux, ça faisait une boule orange, vous étiez partis en ce qu'on appelait en boîte, c'était 3 avions par 3 avions, puis il y avait les chasseurs, il y avait la DCA, ça se dispersait, ça se balançait, ça louvoyait, puis brusquement, on voyait un copain qui sautait, ça faisait une lueur orange, vous savez très bien qui c'était. Et on n'avait même pas le temps d'y penser. J'ai accumulé un nombre d'instantanés d'horreur de mes camarades tombés qui est assez invivable. Je veux dire, c'est assez dur de vivre avec elle. Je ne crois pas du tout qu'on puisse comprendre ma vie si on ne comprend pas que je me suis toujours considéré comme un survivant. Et c'est d'ailleurs à ce titre que j'ai les décorations, vous savez. Parce que vraiment, je ne vois pas ce que j'ai fait de plus que les autres. J'ai fait ça la même chose pendant plus longtemps et je m'en suis tiré, donc je suis resté le dernier porte-manteau auquel on pouvait accrocher, enfin parmi les décorations, mais mes décorations, ils ont été gagnées par les morts. J'ai toujours le sentiment de porter la croix de la libération, la Légion d'honneur, la croix de guerre des autres. J'ai pas du tout le sentiment d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Romain Gary, vous avez 56 ans, vous êtes écrivain, vous avez été aviateur, vous avez été diplomate. Tout à fait exact, oui. Gallimard vient de faire paraître votre dernier récit qui s'appelle Chien blanc. C'est l'histoire d'un chien, mais un chien particulier. Oui, ce chien que vous voyez ici, Sandy, à qui d'ailleurs le livre a été dédié, m'a ramené un jour à Hollywood, après une promenade nocturne en ville, un chien loup, un berger allemand, qui était très gentil, doux avec tout le monde, avec tous nos amis, sauf 2 ou 3 jours après son entrée dans ma maison, qu'il se jetait à la gorge de tous les Noirs qui venaient chez nous, amis, employés, ouvriers, etc. Et systématiquement, il se transformait en furie dès qu'il voyait un Noir. Je l'ai amené chez un ami qui a un zoo où on dresse les bêtes pour le cinéma et la télé. Et l'adjoint de ce garçon, qui était un Noir, un musulman noir, c'est-à-dire, si vous voulez, un raciste à l'envers, anti-blanc, m'a dit ça, c'est chien blanc, un chien blanc. Et les chiens blancs, ils appelaient les Noirs du Sud, appelaient chiens blancs, les chiens qui ont été dressés exprès pour attaquer les Noirs. Attack dogs, comme on les appelle là-bas, contre les manifestants noirs et contre les Noirs en général. Et nous avons essayé de le guérir, c'est-à-dire de le rééduquer. Ça a été une véritable bataille qui se livrait. Et d'ailleurs, sur un fond, que je raconte dans mon livre, de révolte noire, parce que ça tombait au moment de l'assassinat de Martin Luther King, 700 incendies dans Washington, où j'y étais. J'étais lié d'amitié avec un des grands chefs de la révolte noire qui habitait chez moi à Paris. Je l'ai trouvé dans ces événements. Et toujours cette obsession de ce chien blanc que j'avais, en somme, dont j'avais la charge. Et pour moi, rééduquer ce chien et changer la mentalité de ce chien était devenu le problème de tout le conflit entre les Blancs et les Noirs en Amérique, parce qu'il y a une sorte d'idée que si on pouvait rééduquer ce chien, cela veut dire que ce n'était pas désespéré. Le musulman noir que j'appelle Keys dans mon livre, parce que j'ai dû déguiser énormément de choses pour des raisons évidentes, eh bien, il s'est acharné lui aussi à guérir la bête, mais dans un esprit radicalement opposé du mien, c'est-à-dire dans celui non pas d'espoir de fraternité, mais de haine symétrique. Avec le résultat qui est la fin de mon livre, où en effet il est arrivé à guérir, si je puis dire, le chien,
mais d'une manière atroce, et qui a fini d'ailleurs par provoquer pratiquement, c'est de la littérature de dire ça, mais quand même, qui a provoqué une sorte de suicide du chien. En une seconde, le chien fut sur moi. Je reçus une blessure au poignet et roulai en arrière. Ma nuque heurta le mur. J'attendais, la tête baissée, les poings en avant. Il ne se passa rien. Je levai la tête, je vis devant moi les yeux de ma mère, des yeux de chien fidèle. Batka me regardait. J'ai vu des camarades fauchés agoniser à côté de moi, mais lorsque je voudrais me rappeler ce que peut être une expression de désespoir, d'incompréhension et de souffrance, c'est dans ce regard de chien que j'irai le chercher. Il leva brusquement la gueule et lança un hurlement déchirant, d'une tristesse de ténèbres. L'instant d'après, il était dehors. Je l'ai retrouvé dans les bras de Jean, 20 minutes plus tard. Il n'y avait pas trace de blessure sur son corps. Il s'était roulé devant notre porte et il était mort.